Managerer, ce qui signifie manier, avoir en main. On y retrouve une autre racine bien de chez nous, manus, la main. C'est donc un mot typiquement français à la base, le mot manager. Et il va y avoir une série de termes français qui sont inspirés de ça, comme par exemple le manège, c'est là où je fais tourner le cheval, je le maîtrise, je l'ai en main. On retrouve aussi le mot ménage et le mot faire le ménage, prendre les choses en main. Le manager est donc celui qui fait le ménage. Sur le plan pratique, faire le ménage, c'est nettoyer, ranger. Faire du ménage dans sa vie, ça permet de réduire le stress, l'anxiété. Faire le ménage est en fait une expression qui en dit beaucoup. C'est mettre de l'ordre, aller à l'essentiel. Voilà déjà tout un programme. Faire le ménage est aussi guidé par une intention. Pourquoi est-ce si important d'effectuer cette tâche? Tout simplement parce qu'elle permet de contribuer au bien-être de ceux qui habitent une maison, en l'occurrence, pour ce qui nous occupe ce soir, une entreprise. Le manager devient donc celui qui veille au confort et au bien-être des autres. Restons dans la métaphore du ménage de la maison. Les tâches sont nombreuses et les objectifs seront mieux et plus vite atteints si chaque habitant apporte son concours en donnant le meilleur de lui-même. Ainsi, le manager va chercher à connaître les talents, le savoir-faire spécifique de chacun des collaborateurs pour lui proposer sa juste place. Il y a des tâches à l'intérieur de la maison et des tâches à l'extérieur. Parfois dehors, il fait soleil et c'est agréable de jardiner. Parfois aussi, il fait tempête. C'est alors important d'éveiller l'esprit d'équipe, le soutien, la solidarité, pour que chacun comprenne le rôle qu'il a à jouer là où il est. Il s'agit d'encourager les complémentarités, de diriger les énergies dans la bonne direction, pour que chacun comprenne bien son rôle. Le manager accompagne tous les habitants à intégrer la finalité du travail qu'on fait ensemble. Une maison, une entreprise, où chacun se sentira bien et trouvera une juste récompense à sa contribution. Ainsi, le manager va développer une vision du projet, il va en fixer le cadre, déterminer des objectifs sur base des talents et des compétences de chacun. Faire le ménage est donc finalement peut-être un métier de rêve. Pourtant, parfois, cela tourne au cauchemar. L'expérience apprend pourtant que les problèmes que l'on peut rencontrer quand on est manager se posent sur l'incompréhension, de cette impression que l'on parle des langages différents. Cela fait 1000 fois que je lui demande la même chose. Cette incompréhension qui tourne au vinaigre, au conflit, au stress et parfois au burn-out. C'est que manager est devenu un vrai métier. Si l'intuition joue un rôle important, il importe qu'elle repose sur des apprentissages que le manager va expérimenter pour ranger, mettre de l'ordre, contribuer au bien-être de chacun. Il est utile de définir une vision, l'idéal vers lequel on va, de fixer le cadre. Le cadre, ce sont les règles du jeu. Ce qui fait souvent défaut et qui peut poser problème quand on est manager, c'est de ne pas avoir fixé le cadre dans lequel chacun va évoluer, et puis de développer des objectifs précis et mesurables. Mais commençons par le commencement. Il s'agit d'abord de bien cerner comment chacun fonctionne. Chacun d'entre nous aborde la vie professionnelle notamment avec ses apprentissages, sa façon de voir les choses. Nous avons chacun notre approche, pointilleux, à l'écoute, fonceur, imaginatif ou curieux. Comment discerner les talents de chacun et d'abord les miens, parce que finalement, la bonne question à se poser pour devenir un manager, c'est de définir quel type de manager je suis et quels sont les moteurs qui me propulsent dans la vie. Alors, pour parler de la définition de ces sources de motivation, on va se tourner vers Christine et Natacha, à qui je vais d'abord poser une question d'introduction. Christine Mertès est licenciée en gestion hospitalière, elle est pédagogue, elle est aujourd'hui coach en orientation. Christine, on est dans une période de pandémie. Quel est, à ton avis, le point essentiel, l'enjeu essentiel pour un manager?
Alors, bonsoir tout le monde. En fait, je vois essentiellement, Thierry, pour répondre à ta question, deux enjeux importants. Mais je voudrais d'abord juste poser rapidement le cadre. Et donc, pour moi, le cadre, c'est la situation nouvelle dans laquelle on se trouve. Et c'est important de bien se rappeler que c'est une situation que personne n'a choisie. Personne n'a choisi de se trouver en situation de pandémie. Il n'y a pas eu d'intention par rapport à ça. Par contre, vous allez pouvoir quand même influencer la façon dont vous allez, pardon, dont vous allez gérer cette situation. Et pour moi, un des premiers moments du confinement a permis de mettre peut-être des mots sur la situation. Je pense que c'est important. Mais maintenant, il faut continuer, il faut poursuivre la route tout en lui donnant du sens. Et donc, je pense que le premier enjeu, c'est la projection dans un avenir incertain. Alors, c'est un exercice qui est périlleux. Il est périlleux, mais il n'est pas neuf. Et je vais vous dire que c'est un exercice que je fais très, très régulièrement chaque année avec des jeunes qui cherchent leur devenir. Parce que ces jeunes qui sont à peine construits, on leur demande de se projeter dans des projets d'avenir, on leur demande de choisir des métiers, peut-être de trouver un métier qui n'existe pas encore à l'heure d'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, cette projection dans un avenir incertain, c'est quelque chose que l'on fait déjà depuis longtemps. Ça va être à vous de le faire. Euh, le deuxième enjeu, pour moi, ça va être de déployer des ressources pour trouver les moyens de s'adapter, évidemment, de s'adapter avec les personnes qui font partie de l'entreprise. Mais on va chercher à soit garder le cap qui a été choisi, soit pour une partie, sans doute d'entre vous, à envisager probablement des destinations nouvelles. Et ça va se faire différemment pour chacun. On va voir les gens qui vont avoir plein de nouvelles idées pour ça. On va voir ceux qui trépignent et ont déjà envie d'avancer. On va voir ceux qui vont dire non, non, attends, il faut réfléchir. Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut trouver réponse. Puis il y a ceux qui vont avoir besoin encore de continuer ces différentes rencontres virtuelles qu'on fait pour l'instant. Puis il y aura les rigoureux, il y aura ceux qui vont chercher à faire attention les uns aux autres. Et ça veut dire que tout le monde va essayer de trouver une façon de procéder pour déployer ces nouvelles ressources. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis franchement admirative de voir tout ce qui se fait déjà, tous ces nouveaux savoirs, ces nouveaux savoir-faire, pour envisager demain sous un autre jour finalement. Et un des enjeux pour moi, ça va être de partager et de transmettre toutes ces nouveautés. Moi qui ai une formation de pédagogue, j'aime beaucoup ce côté transmission. Et je vais faire un autre lien parce que j'aime faire des liens. Euh, à l'époque de la variole, les scientifiques du monde entier se sont donné la main pour partager leurs connaissances, leur savoir scientifique. Et ça a permis de trouver un vaccin rapidement qui a permis d'éradiquer la maladie dans les années 70. Et je pense qu'on peut faire un parallèle effectivement en disant que si chacun dans son entreprise partage et transmet ces nouveautés afin de créer une entreprise, une nouvelle entreprise, eh bien, on aura un maximum d'efficacité. Merci. Voilà. Merci pour cette contribution. J'ai entendu parler de créativité, de partage, de transmission. C'est pour toi l'essentiel pour les managers aujourd'hui. Et pour nous parler de cet outil que vous utilisez pour déterminer les sources des motivations des gens, tu vas travailler en équipe avec Natacha Baesch-Claude. Natacha, elle est anthropologue de la communication au départ, une formation qu'elle a suivie à l'Université de Liège. Elle a fait un long chemin depuis. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans la gestion des ressources humaines, notamment dans le domaine des soins de santé et de la recherche au Grand-Duché du Luxembourg. Pour toi, Natacha, quels sont les enjeux essentiels pour un manager aujourd'hui? Merci pour cette introduction, Thierry. Bonjour à tous. Les enjeux essentiels et complémentaires à ce que Christine a dit par rapport au partage et à la transmission. Dans une première situation où on se trouve dans la crise actuelle,
Pour moi, déjà, c'est une situation inconnue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher dans sa boîte à outils tous les outils qu'on a d'habitude. À telle situation, je vais pouvoir mettre ceci en place, je vais pouvoir aller chercher ça et ça comme outil, comme information, comme finalement expérience. On n'a pas tout ça. Mais je ne vois pas nécessairement la crise comme un problème, mais comme une opportunité qui va justement permettre, à mon sens, de découvrir des nouveaux leviers et des nouvelles motivations. Donc le premier enjeu ici, il est en fait la capacité que va avoir le manager à développer son adaptation. C'est-à-dire qu'il va, il va gagner en agilité. Voilà, c'est ça. En fait, puisqu'il n'a pas tous ces outils, il va devoir adapter. Il va devoir en trouver d'autres. Il va devoir étoffer cette boîte à outils. Et finalement, c'est quelque chose qui va être positif pour lui. Alors, le rôle, effectivement, nos rôles à nous en tant que coach, on a un rôle à jouer là et à prendre. C'est vraiment donner confiance, accompagner finalement les managers à reprendre confiance dans leur capacité d'adaptation. Et pour moi, voilà, on peut se réinventer, on peut s'adapter. Certaines personnes auront bien évidemment plus facile d'accéder à cette capacité d'adaptation. Justement, on verra plus tard avec les moteurs et certains profils, c'est beaucoup plus simple. Mais je pense que là, le rôle à jouer du coach est vraiment d'accompagner cette transition. Un deuxième enjeu qui pour moi me semble essentiel est lié à cette situation. Voilà, plus que jamais, on s'est aperçu en fait qu'on doit télétravailler, qu'on a les équipes à distance, que le manager doit être capable de développer l'autonomie et le sens des responsabilités justement de ses salariés qui sont à distance, qui sont chacun chez soi. Donc il y a une autre manière de travailler, une autre organisation à mettre en place et pour moi, elle ne va pas sans développer le sens de l'autonomie et de la responsabilité des collaborateurs. L'idée, c'est vraiment d'adopter finalement des modes de management qui sont les plus appropriés en prenant en compte la variété des situations. Et là, effectivement, on est dans une situation où la proximité, ce lien au quotidien, la manière dont on avait peut-être de communiquer avec son équipe, elle n'est plus là. Donc, réinventer, mais surtout développer l'autonomie et la responsabilisation. L'idée de le faire en confiance avec les parties, et donc d'apprendre à déléguer, apprendre à donner de l'autonomie, c'est ça aussi, hein. Le faire en toute confiance et voilà, et développer en fait cette capacité que le manager doit aussi développer, effectivement, gagner en autonomie et en responsabilisation de ses collaborateurs. Merci beaucoup, Natacha. Créativité, adaptabilité, agilité, responsabilité, ce sont les enjeux principaux pour toi. Venons-en maintenant au premier outil qu'on souhaite proposer dans cette soirée. Finalement, on sait que les collaborateurs peuvent fonctionner de façon différente, que chacun a ses marottes, des choses auxquelles il est plus attentif. Et ça concerne aussi évidemment les managers pour mieux cerner quel type de manager je suis. Sur quoi je mets la priorité, qu'est-ce qui est important pour moi. Alors Christine, comment on s'y prend pour définir ce profil managérial? Alors, on va, Natacha et moi, vous présenter en fait différentes personnes qui pourraient faire partie de votre entreprise. Et puis après, on déclinera ça de façon peut-être un petit peu plus théorique. Et donc, moi, je vais vous présenter Georges. En fait, Georges, tout le monde le connaît, c'est le responsable des achats. Mais c'est aussi celui qui va venir vers vous à plusieurs reprises parce qu'il a un tas de questions à vous poser. Georges, il a besoin de recouper les informations et vous pouvez être sûr qu'il va explorer toutes les possibilités pour voir quelle sera la meilleure piste à exploiter en matière de commande. On peut dire que Georges, il a comme premier moteur effectivement exploré. Activez micro. Alors, je vous propose et je vous présente Tom. Alors, Tom, il est sales manager. Rien à voir avec Georges. Il est en réunion depuis 30 minutes. Il piétine. Il est impatient. Il remue sur sa chaise. Il joue avec son bic. Il regarde son GSM. Voilà. Vous sentez bien, en tout cas, qu'il a envie d'être ailleurs. La réunion, effectivement, elle porte sur les facteurs de risque.
liées au lancement de la nouvelle application informatique. Alors, le Risk Manager est en train, depuis les 30 minutes, d'expliquer de long en large les risques et les éléments à tenir compte absolument avant qu'on lance ce nouveau produit. Mais Tom, en fait, il aime le risque. Il n'a pas envie d'entendre tous les détails sur la complexité, l'instabilité éventuelle de l'application. La seule chose qui l'intéresse et qu'il a en tête en écoutant le risk manager dans son discours, c'est de foncer chez le client pour être le premier à vendre l'application que les informaticiens ont développée. Ce qui l'importe là, c'est vraiment d'être le premier et pourquoi pas être l'employé du mois et recevoir les félicitations du directeur général. Et là, vous êtes dans le deuxième moteur qui est le moteur conquérir. Voilà, on va passer tout à fait autre chose avec Laurence. Laurence, c'est votre secrétaire en fait. Et Laurence, tous les matins, elle pense à vous apporter votre tasse de café. Mais Laurence, c'est pas seulement que vous apportez la tasse de café. Elle va prendre de vos nouvelles tous les jours. Et s'il y a l'anniversaire d'un membre de l'équipe, elle ne manquera pas de vous le rappeler ou d'avoir une petite attention pour la personne qui est fêtée. Elle veille en fait au bien-être de chacun. Le premier moteur de Laurence, c'est le moteur accompagné. Laissez-moi vous présenter Christelle. Alors Christelle, elle fait partie de l'équipe des ressources humaines et elle s'occupe plus précisément de tout ce qui est recrutement. Elle doit présenter mensuellement du reporting justement sur le recrutement, le nombre de personnes reçues en entretien, le nombre de personnes pour tel ou tel poste qui a candidaté. Chaque fois qu'elle présente les chiffres, c'est assez rigolo, elle le fait d'une manière différente. Donc Christelle, ses tableaux sont toujours colorés. Vous pouvez voir qu'elle aura essayé des nouvelles fonctionnalités. Donc, ce ne sera jamais le tableau Excel noir et blanc. Non, non, vous aurez toujours autre chose. Elle y met chaque fois, en fait, une petite touche personnelle. Elle prend finalement plaisir à présenter les chiffres d'une manière différente à chaque fois. Et donc, de quelque chose qui peut être monotone, elle en fait quelque chose de gai et voilà, où elle va retrouver une certaine motivation à le faire. Alors, lorsqu'elle présente les résultats à l'équipe, Christelle, elle va soigner ses présentations PowerPoint. Ça va toujours être clair, aéré. Elle a vraiment le don pour y mettre une touche personnelle et quelque chose d'agréable aux yeux. Et elle ne fait jamais les choses de la même manière, en fait. Par contre, oui, une autre caractéristique de Christelle, elle vient systématiquement au travail avec des bijoux qu'elle a fait elle-même, une bague, des boucles d'oreilles. Et en fait, c'est vraiment très beau, si bien que l'équipe autour lui a proposé finalement d'exposer. Et voilà, tout le monde admire son talent dans l'équipe. Ça, c'est le portrait de Christelle et vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la créativité et c'est le moteur, donc créer. Alors, on va rester dans les tableaux, mais vous allez voir avec un autre mode de fonctionnement. Et l'autre mode de fonctionnement, c'est Yves le comptable de l'entreprise. Et Yves, lui, il a vraiment à cœur de maîtriser ses chiffres. Ses tableaux sont toujours à jour quand il vient vous les présenter. Il a des tableaux qui sont extrêmement clairs, extrêmement lisibles. Et il est efficace. Il aime les résultats. Et quand vous regardez son bureau, c'est un modèle d'organisation. Il s'agit du moteur construire. Je passe à la dernière, Marie. Je reste dans le milieu des ressources humaines. Elle est DRH pour une société de 200 personnes environ. En fait, c'est elle qui, chaque année, est en charge de l'organisation des fêtes du personnel. Et lors de ces fêtes du personnel, c'est bizarre, à chaque fois, elle voit arriver le directeur général qui se positionne juste à côté d'elle. Le directeur général, il vient systématiquement en début de soirée. Et elle, Marie, lors de la soirée, elle introduit, elle est capable en fait d'expliquer qui est qui au directeur général,
quel salarié est dans quel service, mais beaucoup plus que ça aussi. Elle est capable en fait de donner des informations plutôt d'ordre qu'est-ce que les gens préfèrent, voilà, des choses sur leur vie, leur histoire, leur culture. Elle a vraiment aussi le don, c'est pour ça que le directeur général vient systématiquement se mettre à côté d'elle, elle a le don en fait pour engager la conversation et donc permettre finalement au directeur général de rentrer en contact avec les personnes qui l'entourent et qu'il ne connaît pas nécessairement d'une manière un peu moins formelle. Pour Marie, c'est un vrai plaisir. Elle connaît tout le monde, elle a une anecdote sur la vie de chacun et dans cette foule, elle est vraiment dans son élément confortable, contrairement au directeur général qui, lui, n'est complètement pas à l'aise dans ce genre d'activité, de rencontres et d'être en présence de personnes dans une, voilà, dans une réunion plutôt conviviale. Donc, imaginez seulement que vous laissiez Marie, avec son tempérament, ses moteurs, toute seule dans un bureau, sans voir personne pendant toute une journée. Imaginez seulement ce qui va se passer. Effectivement, Marie, elle a le moteur rencontré, très fortement présent. Merci beaucoup, Natacha et Christine. Donc, vous nous avez parlé de Georges, de Tom, de Laurence, de Christelle, de Yves, de Marie, et chacun d'entre nous aura pu sans doute mieux se reconnaître dans une des personnalités. C'est ce qui illustre le fait que certaines choses vont plus nous motiver que d'autres. Parlez-nous un peu maintenant du modèle de manière plus concrète. Comment ça fonctionne, ce système des sources de motivation? Voilà, donc effectivement, Thierry, comme tu l'as dit, vous avez probablement pu vous reconnaître ou reconnaître vos collaborateurs et même vos proches sur un plan plus personnel. Et donc, on voit vraiment dans ces modes de fonctionnement le plaisir éprouvé par chacun dans la mise en lumière de son talent. Et donc, si tu veux bien mettre à l'écran peut-être cette fameuse boussole des moteurs, je vais reprendre un petit peu les personnages un par un et je vais redécliner un petit peu de façon un peu plus théorique ces 6 moteurs. Et donc, on a eu le moteur accompagné avec Laurence, en fait. Laurence, c'était la secrétaire. Hein. Donc ça, c'est le plaisir de l'esprit d'équipe, de la bienveillance. Ce sont des personnes qui vont avoir une approche qui sera plus collectif qu'individuel. Ce sont des gens sur qui on va pouvoir compter dans une équipe. Ce sont des gens qui vont pouvoir apporter un soutien à une équipe. Si vous avez quelqu'un qui a un moteur accompagné, qui est en contact avec la clientèle, ça sera quelqu'un qui va prendre du plaisir à essayer de déterminer quels sont les besoins du client pour pouvoir lui apporter satisfaction, donc satisfaction à chacun. Si je fais un lien avec la période qu'on vit à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez être certain que durant cette période, la Laurence en question, elle aura pris soin de ses proches et quand elle va retourner au travail, ben pour elle, ça sera important de continuer à veiller au bien-être de chacun dans l'entreprise. Alors, on vous a aussi parlé du moteur construire. Donc, le moteur construire, c'était le comptable, hein, c'était Yves. Et donc là, il s'agit du plaisir de la maîtrise, en fait, d'un processus en vue d'un résultat. Donc, ce sont des gens qui sont orientés vers le plaisir du résultat. Ils aiment un univers qui est en ordre, avec un minimum d'incertitude. Donc, ils vont chercher à travailler avec des outils efficaces, vont pouvoir sans problème suivre des procédures pour optimiser leur travail. Et aujourd'hui, la personne avec un moteur construire, vous pouvez être certain qu'elle aura eu à cœur de lire, de mettre en place et de suivre, ou bien elle va suivre si elle reprend le boulot dans peu de temps, les procédures, toutes les procédures, certaines entreprises, certaines personnes ont été inondées un peu de procédures et cette personne avec ce moteur construire, eh bien, elle aura eu du plaisir à lire toutes ces procédures et elle vous sera d'une grande utilité pour l'organisation que va demander le déconfinement. Vous pouvez franchement compter sur elle.
Je vous ai aussi parlé de Georges avec son moteur exploré, donc celui qui pose tout le temps des questions. C'est un grand curieux, en fait, Georges. Donc, c'est la personne qui va... elle va pas aimer la routine. Elle va aimer les endroits où il se passe toujours quelque chose. Donc, c'est aussi la personne dans l'entreprise qui va vous demander régulièrement si vous organisez des formations, parce qu'elle a encore besoin d'apprendre un tas de choses. Non seulement apprendre, mais aussi comprendre. Donc, pendant cette période de confinement, c'est peut-être la personne qui a passé du temps à se poser plein de questions, a fait un tas de recherches par rapport à ce nouveau coronavirus 19 et qui peut-être même, sans aucune formation médicale, a essayé de comprendre comment fonctionne le système immunitaire. Et vous pouvez être sûr que ça sera l'employé qui va chercher des solutions pour un retour au travail dans des bonnes conditions. On a aussi parlé de Christelle, c'est Natacha qui nous a parlé de Christelle avec son moteur créé. Et donc, là aussi, on aime le changement. Et donc, c'est la personne qui, dans l'entreprise, viendra vous amener des nouvelles idées. Donc, si à un moment donné, vous lancez des nouveaux projets, eh bien, Christelle, on peut rester sur son prénom. Christelle, si vous êtes à court d'idées, elle va certainement en avoir. Et on a dit, elle est attentive à la beauté des choses, à l'esthétique. Donc, vous pouvez très bien lui confier la décoration du hall d'accueil pour les clients. Elle sera tout à fait pertinente. Elle va pouvoir vous donner un avis par rapport au choix du logo pour l'entreprise et même un tableau Excel, comme Natacha nous en a parlé. Elle veillera à ce que ce tableau Excel soit quelque chose de beau. Durant ce confinement, on peut imaginer que Christelle, elle aura cousu des masques avec des restes de tissu qu'elle avait gardés parce qu'elle les avait trouvés chouettes. Et quand elle va rentrer dans l'entreprise, vous pouvez compter sur elle parce qu'elle sera inventive, peut-être pour créer les nouveaux circuits pour éviter la contamination. Alors, on avait Tom, Natacha, tu nous as parlé de Tom, ce personnage qui en réunion éprouve tout le temps le besoin de bouger, de se mettre en action. Ben lui, s'il y a des nouveaux projets, et il y en aura certainement, ben il sera directement sur la balle pour se mettre face à des nouveaux défis. Tom, il a un goût certain du risque. Il aime la liberté, mais nettement moins les contraintes. Par contre, il sera toujours présent pour dynamiser votre équipe. Et lui, je suis sûre que déjà depuis un certain temps, il trépigne pour recommencer à travailler et suit avec intérêt les autorisations pour pouvoir ressortir et retourner dans l'entreprise. Et puis, il nous restait comme dernier moteur Marie avec son moteur rencontré. Donc, Marie, c'était le plaisir d'être dans le contact, de chercher le contact, la connexion à l'autre. Et donc, ça, c'est la personne qui va être public relation. Elle est ouverte au monde, à la diversité, elle est sociable, elle pourra aller vers les personnes qu'elle ne connaît pas, initier des rencontres, convaincre, transmettre des informations, être là pour améliorer les relations dans votre équipe. Et elle, je suis certaine que depuis mi-mars, elle a gardé connexion avec ses collaborateurs grâce au réseau et aux plateformes virtuelles qu'elle a installées sur son ordinateur. Et peut-être que même que si c'est quelqu'un qui a un contact clientèle, elle a déjà initié des nouveaux contacts avec des clients. Voilà, je pense que cette présentation très pratico-pratique vous aura certainement permis de vous reconnaître dans ces moteurs et ces différents moteurs qui vont faire que vous allez être chacun des managers avec une coloration différente. N'est-ce pas, Natacha? Tout à fait. Natacha, ça veut dire en fait que je peux être un manager conquérir, je peux être un manager accompagné. Il y a différentes sortes de managers. Tout à fait. Là, on est vraiment donc avec les 6 moteurs que vous avez. Si vous faites par exemple une combinaison des moteurs accompagnés et rencontrés, vous allez avoir un style de management qui est très centré sur l'humain. Vous allez avoir quelqu'un qui aime le contact, qui aime favoriser la relation et qui va donc
être en contact avec les collaborateurs. Vous prenez, voilà, exactement. Donc ça, c'est les différentes activités. Vous prenez un manager plus opérationnel. Lui, il va être plutôt dans les moteurs construire et conquérir. Il va être dans l'action. Il va vouloir être dans le faire, l'opérationnel. Un autre style de management qu'on pourrait très bien imaginer, c'est la composition d'explorer et créer. Ce sera un manager qui va être plutôt dans la réflexion, dans l'imagination et dans le cognitif. Il va creuser les questions, il va chercher à recouper les infos, il va chercher à prendre une décision en ayant absolument tous les tenants et les aboutissants. Voilà, ça c'est un petit peu la combinaison des moteurs fait le style managérial. Un exemple concret. Vous avez dans une société plusieurs associés, ils se réunissent. Le premier, en fait, a peut-être un moteur plus conquérir et créatif. Il va lancer les idées. Et si on faisait ça, et il va vouloir que ça aille vite. Donc, non seulement il va arriver avec plein d'idées, tout le temps en train de modifier les choses, et en plus, il va vouloir que ça aille vite. L'associé, très bien, a peut-être un moteur complètement différent, qui est plus construire, et elle, par contre, avec toutes ses idées, et c'est ça qui fait la complémentarité et la richesse, avec toutes ces idées, elle va pouvoir lui dire oh, stop, on va en prendre l'une après l'autre, on va la décortiquer, on va voir comment on le fait. Elle va essayer de maîtriser finalement l'idée de son collègue. Et ça, c'est riche parce qu'ici, vous avez vraiment dans un comité de direction, par exemple, pour autant, évidemment, et c'est ça l'avantage de ce type de modèle, c'est que chacun connaisse quels sont ses moteurs préférentiels, mais reconnaisse aussi les moteurs préférentiels de ses associés dans ce comité de direction. Et là, où il y avait de la différence avant, il y a de la complémentarité. Et ça, c'est très intéressant, en tout cas dans un contexte de comité de direction, par exemple. Merci beaucoup, Natacha. Ça peut être dans un comité de direction, mais ça peut être aussi dans une TPE pour un patron et ses deux collaborateurs. Tout à fait, tout à fait. L'idée ici, c'est vraiment que chacun connaisse ses moteurs et cette conscience de comment ils fonctionnent, mais aussi partager avec ses collègues et ses collaborateurs. Merci beaucoup, Natacha. Donc, la première étape, colorer sa posture de manager, voir comment on fonctionne, voir quelles sont nos marottes, voir les trucs qui sont essentiels pour nous. Et quand on le comprend pour nous, on le comprend d'autant plus avec les autres. Et effectivement, c'est là qu'on peut transformer des conflits potentiels où celui qui aime bien maîtriser va vouloir couper celui qui veut conquérir. Ces conflits potentiels, ces stress potentiels, on peut les transformer en complémentarité. Alors, on va parler des complémentarités dans un instant. Avant ça, je voudrais vous rappeler que si vous le souhaitez, vous pouvez nous poser des questions via le chat. Je n'en vois pas encore beaucoup qui arrivent pour le moment, donc n'hésitez pas à vous exprimer si vous souhaitez que l'on approfondisse l'un ou l'autre point. On parle de complémentarité, de travailler ensemble. C'est donc de l'équipe que nous allons parler. Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer une équipe ? Je vous disais en introduction de cette conférence à quel point je pouvais parfois constater dans mon métier de coach que des incompréhensions pouvaient parfois tourner au vinaigre et faire du dégât. Et pour en parler avec nous, Bernard Berland. Alors Bernard, il est ingénieur de formation. Il a été consultant pendant 15 ans, et puis notamment par passion de l'humain, pour son goût des organisations, pour son plaisir de faire évoluer les gens, il est devenu coach. Bernard, je vais te poser la même question qu'à Christine et à Natacha. Pour toi, dans cette période de pandémie, quel est l'essentiel, l'enjeu essentiel pour un manager ? Pour moi, Thierry, l'enjeu est double. Il s'agit d'une part d'apprendre à manager dans l'incertitude et la complexité. Natacha en a parlé tout à l'heure. C'est le fameux environnement VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, qui était déjà le cas avant avec la mondialisation et qui aujourd'hui, après et dans cette pandémie, est encore plus incertain. Donc ça, c'est le premier enjeu, manager dans l'incertitude, la complexité. Et d'autre part, c'est de construire ou de reconstruire et d'entretenir ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. C'est-à-dire
les relations qu'il y a entre les gens. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en se parlant notamment de nos relations. Alors, se parler, l'outil des moteurs permet d'illustrer à quel point on peut parfois se trouver dans des grammaires différentes. Hein. Si je suis un manager opérationnel qui aime avancer et que j'ai un de mes collaborateurs qui aime comprendre, et puis que la personne qui s'occupe des ressources humaines ait envie qu'on en parle, il y en a un dans une équipe qui peut dire on avance, l'autre qui dit il faut qu'on réfléchisse, et le troisième dit qu'on en parle. Comment est-ce qu'on met du lien là-dedans? C'est quoi au juste cet esprit d'équipe? Et peut-être pour commencer, c'est quoi un esprit de groupe, un esprit d'équipe? Qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est bien que tu nommes les deux mots parce que groupe et équipe ne sont pas exactement la même chose. On pourrait dire que toutes les équipes sont des groupes, mais pas tous les groupes sont des équipes. Alors je vais prendre un exemple simple. Ici ce soir, il y a 55 participants, plus nous 4 formateurs, plus Yannick qui anime pour la CCLB, donc on est à peu près 60. On peut dire que ces 60 personnes, nous interagissons dans un environnement qui est la salle virtuelle de la CCILB, afin de produire une activité. Et l'activité, c'est la soirée, c'est la conférence de ce soir. Donc, nous formons tous ensemble un groupe. Interaction, environnement défini, il y a une frontière, nous sommes un groupe. Au sein de ce groupe, nous 4 formateurs, nous avons en plus un objectif commun, qui est d'apporter un contenu, qui est de parler de ce qu'est la posture de manager coach, de leader. Et donc, par cet objectif commun et par la vision partagée que nous en avons, tous les 4, on peut dire qu'on forme une équipe. C'est une des grandes différences entre le groupe et l'équipe, c'est le fait qu'il y ait un objectif, qu'il y ait de la vision, et que donc on ait un mode de relation qui soit différent de celui d'un groupe. Dans le groupe, on fonctionne ensemble, et dans l'équipe, on fonctionne ensemble, mais on sait pourquoi. Voilà. En très résumé, on pourrait dire ça. Alors, au-delà de l'objectif commun et de la vision, qu'est-ce qui caractérise ce fameux esprit d'équipe? C'est certainement la façon dont on partage nos représentations du réel, dont on se parle, la façon dont on entre en relation, et alors la façon, et ça c'est peut-être bien pour en donner un exemple, dont on gère les différences de vue, les divergences. Si vous observez bien dans un groupe, lorsqu'il y a des divergences, on va très vite avoir tendance à rentrer dans l'argumentation. Ça va être un concours de qui a raison. Alors que dans une équipe, étant donné qu'il y a un objectif, on va beaucoup plus vite en cas de désaccord, parce qu'il y a des désaccords bien sûr et des conflits dans les équipes, c'est tout à fait normal et humain, mais on sait comment on va le gérer. Et on va plutôt avoir tendance à chercher la meilleure solution en fonction de l'objectif commun qu'on a et qu'on s'est fixé. Indépendamment de qui a raison, qui a tort, et de notre avis personnel. Et c'est ce qui fera notamment la force d'une équipe. C'est là qu'on parle de complémentarité. Et de manière assez pratique, ça signifie quoi pour un manager coacher son équipe? Là, j'ai d'abord envie de te donner une définition très très générale, un peu professorale, mais de manière générale, coacher une équipe, c'est, on va dire, accompagner son développement et stimuler l'autonomie de ses membres. Natacha en a parlé tout à l'heure, cette notion d'autonomie est tout à fait fondamentale dans le coaching d'équipe. C'est vraiment l'objectif ultime du coaching et du coaching d'équipe, c'est favoriser et développer l'autonomie. Mais encore. Alors, lorsque moi je coach une équipe, je peux par exemple être amené à intervenir dans les interactions entre des collaborateurs. Si je reprends l'exemple de Tom tout à l'heure et de Christelle, Tom qui est conquérir, et on va dire que son deuxième moteur c'est construire, donc c'est quelqu'un de très opérationnel. Et Tom, il envoie des mails à Christelle régulièrement parce qu'il veut absolument qu'elle lui donne son opinion sur le dossier de Madame Michu, par exemple. Et Christelle, elle est créée, hein, on l'a vu tout à l'heure, elle est créée et son deuxième moteur, c'est accompagner. Donc, elle est plutôt relationnelle, cognitive. Et donc, pour elle, il n'est pas question de répondre à ces mails de cette manière-là. Avec le temps, on voit que l'incompréhension entre les deux est devenue totale. Elle est devenue totale. Tom, il est rivé sur son écran d'ordinateur. Il veut que ça aille vite. Il a envie d'être efficace et donc il envoie des mails. Et Christelle, elle a des idées. Elle se dit, mais moi j'ai plein d'idées par rapport au dossier de Madame Michu pour le faire avancer et j'ai envie d'en parler avec Tom. Mais il ne répond pas à mes demandes de réunion. Il ignore complètement mes demandes de réunion. Et donc, on voit bien qu'entre les deux, le conflit est latent. Et la tension se fait sentir dans l'équipe. Là, la façon de coacher une équipe pour le manager coach, ça pourrait être d'intervenir. Bien sûr, dans un cadre sécurisant et de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce problème?
Et ça peut être par une méthode de communication non violente, par exemple, d'amener Tom à parler et à parler des faits qui caractérisent la situation, à dire par exemple, écoute, Christelle, je constate que je t'ai envoyé 5 mails qui sont restés sans réponse. Moi, ça me met en colère parce que j'ai l'impression que ma compétence n'est pas reconnue et je te demande, s'il te plaît, au minimum, de répondre à mes mails, ne fût-ce que pour me dire que tu les as reçus. Ça, c'est une méthode pour pouvoir déjà dire ce qui se passe pour soi. Christelle, de son côté, pourrait répondre: oui, Tom, je t'entends. Moi, de mon côté, j'observe que je t'ai envoyé 2 propositions de réunion auxquelles je n'ai pas eu de réponse et je me sens un peu désespéré par rapport à ça. Je ne me sens pas faire partie de l'équipe, je ne me sens pas considéré. Et donc, moi, j'ai besoin de me sentir inclus dans cette équipe, j'ai besoin de me sentir faire partie. Et je te demande, si tu as un empêchement, de me dire que tu ne pourras pas venir à la réunion, mais si possible, voyons-nous et discutons-en. Donc, on voit bien de nouveau comment ces moteurs peuvent s'articuler, mais ici, on va un pas plus loin dans comment se parler de notre relation, toujours dans l'intention, et ça, c'est la grande différence, dans l'intention de faire grandir la relation, pas dans l'intention de régler ses comptes. Ok, ok, ok. Et la façon dont tu racontes ça, est-ce que ça marche vraiment? Alors oui, on peut dire que d'un côté c'est simple parce que c'est une technique qui permet aux interlocuteurs d'exprimer ce qu'ils ressentent, la Mais ça colère prend pour... beaucoup de temps quand même. Comment on dit? Ça prend beaucoup de temps, c'est pas du temps perdu pour l'entreprise? Ah, ça c'est une question de perception, c'est très intéressant. Pour quelqu'un comme Tom, il va peut-être se dire c'est du temps perdu, on n'avance pas. Mais ce que les gens qui sont parmi nous ce soir ont certainement observé, c'est que quand on ne s'occupe pas de ce genre de problème, quand il n'y a pas de place pour déposer des émotions, pour déposer les sensations dans lesquelles on est, finalement, toute la machine se bloque et on perd en efficacité. Et là où une réunion aurait dû prendre 1 heure, elle en prend 3, parce qu'on ne prend pas les 5 ou 10 minutes qu'on pourrait prendre pour faire ce qu'on appelle en coaching d'équipe de la régulation, c'est-à-dire se parler de notre relation, métacommuniquer, prendre de la distance et dire, tiens, j'observe que je sens de la colère ou je sens de la nervosité, qu'est-ce qui se passe? Ça demande évidemment une certaine ouverture et une certaine confiance. Et c'est ça qu'on travaille dans le coaching d'équipe. C'est prendre du temps pour gagner du temps. Oui, absolument. Tu as une magnifique façon de résumer les choses. Alors, Bernard, qu'est-ce qu'un manager coach ferait de différent si tu accompagnes une jeune équipe qui vient de se créer ou si tu es une équipe d'anciens, là, tu sais, où chacun a ses habitudes, est bien campé dessus, n'imagine pas de changer. Quelle serait la différence? Alors cette question est intéressante parce qu'au-delà de la jeunesse, de l'ancienneté de l'équipe, ce qui compte avant tout, c'est son niveau de maturité et sa capacité, la capacité de ses membres à évoluer dans la spirale de l'autonomie. Toujours cette question d'autonomie. Et c'est ça qui va influencer le stade de développement de l'équipe. Alors, je vais prendre encore un exemple. Dans une équipe nouvelle, par exemple, qui vient de se constituer, ou une équipe qui accueille des nouveaux collaborateurs fraîchement arrivés, forcément que les nouveaux venus, ils vont être fortement dépendants. On va devoir leur indiquer jusqu'où se trouve la machine à café, comment fonctionne l'ordinateur, quels sont les équipements. Donc, ils sont dans une dépendance quasi totale de leur manager, voire des anciens. Et c'est normal, et c'est sain. Cette dépendance, c'est le degré zéro de l'autonomie, mais on commence par là. Tout le monde passe par là. Lorsqu'on arrive dans un nouveau job, on est dépendant. Et c'est OK. Le problème, c'est quand ça dure. Autre chose qui peut se passer, c'est que les plus anciens, qui voient arriver le nouveau, d'un côté, ils sont contents, ils sont satisfaits, soulagés parce que c'est une aide en plus, et c'est potentiellement des cerveaux en plus, mais ils peuvent se sentir un peu menacés aussi dans leurs prérogatives, dans leur statut. C'est quoi ces jeunes blancs-becs qui arrivent? Il peut y avoir la compétition. Et donc, ceux-là peuvent rentrer paradoxalement dans ce qu'on appelle le deuxième degré de l'autonomie, qui est la contre-dépendance par rapport au manager. Ils vont commencer à contester de manière systématique les directives ou les décisions du manager, pour montrer qu'ils existent, pour montrer qu'ils sont importants, qu'ils ont leur voix et qu'ils ont leur statut. Alors, je caricature un peu, mais c'est des choses qui peuvent se passer. À ce stade-là, qui est le stade de l'équipe, je dirais top-down, top-down ou bottom-up, quand il y a de la réaction en dessous, le manager n'a pas trop d'autre choix de posture que d'être d'être une sorte de donneur d'ordre. Celui qui dit un peu à tout le monde comment il doit faire, il distribue les rôles, il distribue les tâches, c'est le chef. Et quand le chef a parlé, on fait ce que le chef a dit. Ça, c'est un premier stade. Alors, il y a un second stade, dans une équipe plus rodée, tu me disais une équipe plus ancienne, une équipe plus rodée où les collaborateurs se connaissent déjà, ont pris leurs habitudes, ils connaissent leur moteur, ils savent comment fonctionnent l'un et l'autre. Là, le manager va pouvoir
progressivement se dégager de son rôle hiérarchique et jouer beaucoup plus le rôle de responsable ressources. Ça veut dire qu'il va être là pour donner des réponses, pour répondre à des demandes. Il va être centré sur la qualité des relations entre les gens. Il a compris que ce qui va faire que l'équipe fonctionne, c'est que les gens se parlent et de bonnes relations pour pouvoir fonctionner ensemble. C'est cette idée de tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Là, c'est moi qui fais le résumé ce coup-ci. Et donc, dans ce cadre-là, les collaborateurs vont fonctionner de manière plus indépendante. C'est le stade de l'équipe transverse ou l'équipe équilibrée. Et chacun sait ce qu'il a à faire et chacun, finalement, sait où est sa place. Et là, tout l'art du manager, c'est lui, il sait comment faire faire. Dans le premier stade, il savait comment faire. Ici, il sait comment faire faire aux autres. Donc, il a des notions de management, il sait comment gérer une équipe. Il a appris ça. Troisième niveau, là on arrive à l'équipe performante, c'est ce que nous formons ensemble ce soir avec les formateurs, en tout cas j'espère. Là le responsable, il est de plus en plus en parité avec les autres. On ne sait plus vraiment dire qui est le chef. Il y a toujours bien un leader, mais il est en parité avec ses collaborateurs. Et lui, ce qu'il a en plus, il a bien sûr les deux autres postures, mais il sait aussi pourquoi il fait les choses. C'est la question du sens que Natacha et Christine ont évoqué tout à l'heure. La question du sens, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi notre organisation existe, quelle est notre valeur ajoutée. Et donc là, il devient un leader. Là, on passe de la posture de manager à celle de leader, parce qu'il devient porteur de la vision de l'entreprise. Vraiment, ça, c'est assez capital. Et il se transforme littéralement dans une sorte de responsable porteur de sens. Ça veut dire qu'il indique les directions, il embarque l'équipe avec lui. Ça, c'est du leadership. Et là, bien sûr, tous les collaborateurs sont dans l'interdépendance. Ça veut dire ils savent ce qu'ils savent faire, mais ils savent aussi qu'ils ont besoin des autres pour avancer. Et ils connaissent et reconnaissent l'importance de chacun. Ça n'empêche pas les conflits. Et donc, ça veut dire qu'il y a différents niveaux de fonctionnement d'une équipe, différents niveaux de maturité. Ce que tu appelles l'équipe performante, où on est dans l'interdépendance, dans le collectif, le niveau de maturité auquel elle est. On sait que dans la réalité, effectivement, tu dis, ça n'empêche pas les conflits et que parfois, on a tendance à rester coincé là-dedans. Alors, comment un manager dans la vie de tous les jours peut faire évoluer son équipe du stade que tu appelles top-down, c'est-à-dire en gros, il y en a un qui commande, l'autre qui exécute, à une équipe performante où tout le monde donne le meilleur de lui-même? Deux choses, je dirais. D'abord, et ça peut paraître paradoxal pour les personnes qui nous écoutent, mais c'est en travaillant sur lui-même, son identité professionnelle, sa sécurité intérieure, et en se posant des questions qui ne sont pas toujours confortables, du style « est-ce que je suis prêt à abandonner progressivement ma posture de chef ?» Il y a un deuil à faire, là, pas évident, pour me mettre au service de mon équipe. Comment est-ce que je gère mon besoin de tout contrôler? Si on pense à notre comptable de tout à l'heure qui est construit, qui a ce besoin de contrôler, si en plus il est manager et qui doit progressivement abandonner cette posture, pas évident. Donc c'est des questions qu'on va travailler en coaching. Comment est-ce que je passe du contrôle à la délégation et finalement à la subsidiarité? Parallèlement, à côté du travail que fait le manager sur lui-même pour augmenter sa sécurité intérieure, donc confiance en soi, estime de soi, il y a un travail de mise à l'écoute des besoins de ses collaborateurs et des demandes de ses collaborateurs, parce que ceux-là, ils sont en train de grimper dans l'autonomie, donc ils ont des demandes qui changent. Et il faut aussi les accompagner pour passer de la dépendance à la contre-dépendance, et puis à l'indépendance et l'interdépendance. Ça suppose aussi une série de deuils. Et le manager, il est là pour ça, pour écouter les besoins de ses collaborateurs en fonction de leur degré d'autonomie. Voilà, je dirais, c'est une posture d'ouverture. Le manager doit en fait évoluer vers une posture d'ouverture qui est différente de la posture de « je dis oui à tout parce que j'ai besoin d'être aimé ». Ça, c'est pas une posture d'ouverture. Okay. Alors, je voulais peut-être intervenir, Thierry, par rapport aux questions qui sont posées. Cindy a parlé de guerre de pouvoir entre les membres d'une équipe avec le problème des rumeurs. Et bon, elle a trouvé réponse en partie dans ce que Bernard vient de dire. Et elle réactualise un petit peu sa question. Elle demande si on doit rentrer dans ce genre de conflit avec des rumeurs et sans laisser la porte ouverte à tout cet impact émotionnel, dit-elle. Et puis, encore une question après.
Alors, c'est intéressant comme question. Merci, Cindy. Je pense que ce qui est très important pour le manager, c'est de ne pas amplifier les émotions. Donc, et de trouver le bon espace pour réguler. L'exemple de tout à l'heure entre Tom et Christelle, c'est évidemment pas quelque chose à faire en pleine réunion avec les 15 collaborateurs de Tom et Christelle. C'est proposer un moment et un espace dédié pour aller faire ce qu'on appelle en analyse transactionnelle décoller son timbre. C'est-à-dire avoir cette conversation franche entre deux personnes qui ont un différent. Donc, l'espace et le moment où on va laisser la place à ces émotions pour s'exprimer est crucial. Il y a des moments où ce n'est pas le moment. Ce n'est pas toujours le moment de gérer ou de confronter quelqu'un. Mais par contre, si on ne le fait jamais et qu'on fait l'autruche et qu'on a l'impression que le problème n'existe pas, il va revenir dans chaque réunion. Donc, choisir son timing, choisir l'espace et choisir la manière. Et le faire, et alors derrière ça, l'intention, elle est capitale. Avec quelle intention est-ce qu'on va mettre ça sur le tapis? Si c'est pour régler ses comptes, c'est foutu d'avance. Moi, je dis toujours, vous avez un problème avec quelqu'un, voyez d'abord chez cette personne au moins 3 qualités que vous lui reconnaissez. Vous n'êtes pas obligé de les lui dire, mais voyez-les. Et dites-vous, cette personne que je vais aller confronter, elle a 3 qualités. À la limite, vous lui en donnez une. Tom, tu es vraiment un mec super dans la boîte, on ne peut pas se passer de toi. Mais moi, je ne me sens pas respecté quand tu m'envoies des mails à longueur de journée et que tu me donnes des ordres. Ça ne me convient pas. C'est cet équilibre. Bernard, tu avais une autre question, Christine, que tu souhaitais? Oui, j'avais une autre question de Thibaut, en fait, qui voit aujourd'hui dans son entreprise le groupe qui s'organise pour sauver l'entreprise, alors qu'on a un management qui a abandonné. Et il nous parle avec un point d'interrogation d'un syndrome de Stockholm. Oui, je peux donner un élément de réponse. C'est très intéressant parce que dans les jeux psychologiques qui se passent entre les individus et dans les entreprises, on n'y échappe pas. Il y a ce triangle dramatique dans lequel chacun prend des postures différentes. Et la posture qui est décrite ici par Thibaut, du peu que je peux la comprendre, ça peut être une posture de sauvetage. C'est-à-dire, il n'y a plus de capitaine à bord et l'équipe vient en sauvetage. Une façon de ne pas rentrer là-dedans, c'est de se poser la question, est-ce que on est compétent pour faire ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on a envie de le faire? Et est-ce que l'autre fait une partie du boulot? Donc dans ce cas-ci, si le manager il a abandonné et qu'il ne fait rien, si effectivement le groupe prend tout ou l'équipe prend tout en charge, elle est en train de faire du sauvetage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut être conscient de ce qu'on fait. Et quand on fait du sauvetage, on présente la facture derrière. Ce n'est jamais gratuit. Et donc, ce n'est pas forcément une solution. Après, c'est plus compliqué que ça. Merci Bernard pour cet éclairage sur le coaching d'équipe. J'ai retenu la différence entre un groupe et une équipe. Le groupe travaille ensemble, l'équipe travaille ensemble et c'est pourquoi. J'ai retenu les stades d'évolution d'une équipe. Comment peut-on passer d'un stade plutôt d'autorité à un stade d'interdépendance? Et puis, merci d'avoir répondu à ces questions dont tu dis qu'elles sont bien intéressantes à propos du coaching d'équipe. On se retrouvera dans quelques instants. Depuis le début de cette conférence, on vous a parlé du style managérial. Quels sont les moteurs qui m'animent et quels sont les moteurs qui animent les gens qui m'entourent? Comment trouver une complémentarité à ce sujet? Bernard vient d'insister sur le fait que tous les talents étaient nécessaires et que quand l'intention était de construire, eh bien, on pouvait trouver de belles complémentarités et arriver à l'interdépendance. Il reste que pour le manager, il doit jouer son rôle de leader. Alors, je me retourne vers Natacha. Natacha, manager ou leader, quelle différence fais-tu et comment passe-t-on de l'un à l'autre? Oui, c'est deux termes qu'on a beaucoup utilisés jusque maintenant. En fait, leader, manager, c'est juste impossible de compter le nombre de définitions et de publications sur le sujet. Alors moi, j'ai envie de faire très simple. Bernard nous a donné déjà des pistes. Il nous a dit que finalement, le leader au stade 4 de maturité de l'équipe, c'était celui qui allait embarquer l'équipe. C'est effectivement ça. Le leader, il donne envie aux autres de le suivre, parfois même là où il ne pensait pas du tout aller. Il est inspiré, il est inspirant. C'est vraiment, il fait appel à l'énergie des gens, à l'envie et au désir de chacun, à la motivation en fin de compte. Le manager, on a une définition plus précise, il est en charge d'un secteur d'une entreprise, d'un projet, il est engagé sur des résultats. Il doit atteindre ces résultats avec et par les personnes qui travaillent avec lui.
D'accord? Donc, on a aussi deux concepts, celui du management qui va alors regrouper tout ce qui est utile au manager pour accomplir les tâches, et le leadership, parce qu'on est là, leadership, c'est finalement un ensemble de talents et des capacités que chacun possède à des degrés divers. Alors, management et leadership, pour moi, ne sont pas nécessairement opposés. Comme Bernard l'a expliqué, le leadership vient s'ajouter finalement à la posture de manager et justement, pour moi, ils sont complémentaires. Tu parles, toi, de leadership situationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le leadership situationnel, en fait, c'est une méthode qui va permettre au manager de prendre ce recul, d'être plus souple, plus en accord finalement avec son environnement. Le leadership situationnel, il va donner un cadre pour construire étape par étape une plus grande autonomie finalement des personnes et des équipes. Bernard a parlé des équipes, moi je vais plus me focaliser sur les personnes quand je parle de leadership situationnel. Ici, l'objectif de la méthode, elle est vraiment de donner les techniques précises pour finalement analyser dans les situations auxquelles sont confrontés les managers et faire progresser calmement, mais sûrement, l'engagement et les compétences des collaborateurs. Est-ce que tout le monde peut devenir un leader? Oui, puisque, bon, certains, c'est plus facile, ils ont le talent, c'est inné, et effectivement, vous pouvez les voir en entreprise. Attention, le leader, ce n'est pas nécessairement celui qui a le titre manager. Dans les entreprises, il y a des leaders innés qui n'ont pas nécessairement l'étiquette. Ils ont un réel talent, celui d'embarquer l'énergie des gens et finalement d'être suivis. Ceux-là, il faut aller les chercher, cette énergie. Les autres, effectivement, qui n'ont pas nécessairement ce talent, ils ont les capacités de le devenir. Alors, il y a plusieurs étapes pour effectivement développer ces capacités. La première étape, selon moi, consiste à prendre conscience de son propre style, en fin de compte, de son style dominant de leadership. Est-ce que vous êtes plutôt directif, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va diriger, structurer, mettre en place, est-ce que vous fournissez des instructions très précises, vous attendez de vos collaborateurs qu'ils y répondent, voilà, ça c'est plutôt un style directif. Un autre style pourrait être le mode plutôt collaboratif. Est-ce que systématiquement vous aimez partager les idées, vous demandez l'avis des membres de l'équipe? Voilà, en fait, la première étape pour développer ses capacités, c'est d'abord de prendre conscience de son style dominant. Si on n'en a pas conscience, ça va être difficile d'agir dessus. Donc, en fait, effectivement, l'idée, c'est d'apprendre à reconnaître également sur les situations. Ok, je dois plutôt telle situation, je vais adapter mon style de leadership. Effectivement, la deuxième étape va consister, donc la première, à vraiment identifier son style dominant, la deuxième, à développer ses capacités de leadership. Alors, pour moi, il n'existe pas effectivement un style de management, mais il doit être, le leadership doit être adapté aux situations et aux personnes qu'on rencontre. Alors, en fait, ce n'est pas trop compliqué. On peut se poser une question, trois questions. D'abord, dans une situation donnée, puisque je vous dis, le leadership situationnel, sa force, c'est de s'adapter finalement à chaque situation. Donc, quelle est la situation, quel est le contexte? La deuxième question à se poser, est-ce que effectivement la personne, le collaborateur que j'ai en face de moi est compétent? Est-ce qu'il a les compétences pour arriver à réaliser telle ou telle tâche? Et la troisième question donc on parle plus de maturité professionnelle dans cette deuxième question. Et la troisième question qu'il faut systématiquement se poser, c'est effectivement, est-ce que le collaborateur est motivé? Et on revient à cette question de motivation. Je fais le lien là avec les moteurs. Est-ce que ça fait du sens pour lui? Est-ce qu'il est disposé à agir, à prendre en charge? Avec ces trois questions, vous pouvez aller très loin dans l'adaptation de votre style de leadership. Et c'est ça le leadership situationnel en fin de compte. Merci beaucoup, Natacha. Avec Bien.
Moi, je voulais intervenir peut-être simplement pour fournir une réponse un tout petit peu plus complète à Sabine. Sabine nous a posé une question. Elle est directrice de maison de repos, a été confrontée ces dernières semaines à une émotion qui était la peur auprès de ses collaborateurs et collaboratrices. Et elle demandait comment faire par rapport à ça. Je pense que ça nécessiterait toute une conférence, évidemment, de parler de ça. Mais je voulais juste quand même lui dire que c'est important effectivement de laisser déposer, et on ne fait pas toujours la distinction entre peur et anxiété. L'anxiété, c'est un sentiment qui est plus général, en fait, un sentiment de malaise plus général, tandis que la peur est focalisée sur quelque chose de plus précis. Et donc, c'est peut-être effectivement essayer de voir sur quoi cette peur est focalisée, ou bien s'il s'agit d'un sentiment plus vague, alors on est plus dans l'anxiété. Et je crois pouvoir dire aussi que la peur la peur actuelle des soignants est liée au fait qu'ils ont été confrontés durant cette période à leur propre finitude. Et ils ont pris certains conscience davantage qu'à un moment donné, effectivement, ils pourraient être contaminés et ils pourraient en mourir. Et donc, je pense que ça a apporté une peur parfois très, très importante chez les gens. Et donc, dans les discussions que Sabine peut avoir avec ses collaborateurs, c'est peut-être essayer hormis le fait de parler, c'est de voir sur quoi on peut agir. La finitude, bon, c'est peut-être une des seules certitudes que l'on ait à l'heure d'aujourd'hui, c'est que tous un jour on va mourir. Mais il y a d'autres éléments sur lesquels on peut agir, et je pense, Sabine, que c'est là-dessus qu'il faut essayer d'interagir avec les collaborateurs, pour éviter évidemment d'aller à l'épuisement. Mais cette gestion du stress, évidemment, mériterait qu'on s'y arrête pendant beaucoup plus longtemps. Merci Christine. Je profite de l'occasion pour vous présenter quelqu'un qu'on ne vous a pas encore présenté ce soir. C'est notre nouvelle recrue dans l'équipe, c'est Thierry. Alors Thierry Delperdange, bonsoir. Thierry, il est licencié en communication. Il s'est formé au coaching à Montréal il y a déjà un certain temps, je pense que c'était à l'aube des années 2000. Il a mis en place une formation pour devenir coach il y a 10 ans. Et depuis lors, depuis plus de 15 ans, en fait, il coach des dirigeants d'entreprises, des recteurs d'universités, des directeurs d'écoles et d'hôpitaux, des patrons de PME, des employés, des indépendants, avec une jovialité et une efficacité légendaires. Et donc, Thierry, et en plus, il est auteur de 2 ouvrages. Ça, je voulais quand même le signaler, 2 ouvrages très sympathiques. L'un s'appelle « Le bonheur des uns fait le bonheur des autres » et l'autre s'appelle « Je suis un flexiterrestre ». Thierry, j'ai envie de te demander à toi aussi, qu'est-ce qui t'a amené à sauter le pas et à devenir coach à plein temps depuis bientôt 20 ans? Merci d'abord pour cette aimable présentation, et le sentiment d'être une nouvelle recrue me donne un élan de jeunesse qui me regaillardit. Comment c'est arrivé ça? En fait, moi, je suis né dans un milieu de PME. Et puis, je me suis formé au droit, à la gestion des entreprises, à la communication, au marketing, et j'étais actif là-dedans. Et ma foi, j'ai été assez heureux. Et en même temps, je me suis rendu compte, il y a 25 ans maintenant, de l'importance du facteur humain. Vous pouvez avoir le plus beau projet que vous avez, il va quand même se réunir avec des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour y arriver. Et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de gâchis dans les entreprises, beaucoup de déperdition d'énergie, dans les conflits, dans l'incompréhension. Je voulais au début amener ça comme service complémentaire à mon activité plus liée au marketing et à la communication. Et j'ai commencé à me former à ces techniques-là. Ça m'a tellement passionné qu'il m'a semblé évident de devenir coach. Super. Les coachs français appellent ça le PFH. Tu connais ça? Non, pas encore. Le putain de facteur humain. Ah d'accord. Okay. Voilà. Je vais te poser la question que tu nous as posée aussi tout à l'heure. Pour toi, quel est l'enjeu essentiel aujourd'hui pour un manager dans la situation qu'on connaît? Mais je pense que l'enjeu n'a
pas nécessairement beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est la conscience de l'enjeu. Je crois qu'avant cette crise, il était déjà clair que parce que le monde a évolué, parce que les techniques sont de plus en plus complexes, parce qu'il y a des nécessités d'agilité, d'adaptabilité, de créativité, de transmission, parce que tout ça est important, on devait y travailler. Et la crise, qu'est-ce que ça nous apprend? Que notre monde est bien plus fragile qu'on imagine, et que s'il y a quelque chose qui me séduit aujourd'hui, qui me fait un plaisir immense. J'ai l'occasion de rencontrer des chefs d'entreprise avec lesquels je travaille habituellement, c'est de voir la capacité de mobilisation des patrons, des managers, de leurs collaborateurs pour trouver les réponses et pour se remettre au travail au service du plus grand nombre. Super. Et du coup, quelles sont pour toi les qualités personnelles, je vais dire essentielles d'un manager ou d'un manager coach, selon ton expérience dans l'accompagnement des entrepreneurs notamment? Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je pense que quand on est, moi, ma carrière m'a donné l'occasion de bouger beaucoup, de voir beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises. J'ai eu l'occasion de travailler dans des entreprises très importantes. Vous savez, celles qu'on aime bien mettre sur son curriculum vitae pour dire qu'on est quelqu'un de sérieux. Mais mon cœur va au rythme des PME et des TPE parce qu'elles sont le ferment de notre économie. Et ce que j'ai envie de partager avec les managers qui sont souvent patrons de leur boîte, c'est à quel point c'est important pour eux d'être eux-mêmes. Alors, on l'a dit tout à l'heure, et Christine et Natacha ont suffisamment développé cet aspect de dire on a chacun nos spécificités, nos manières d'être, on est plus opérationnel, cognitif, relationnel. C'est d'abord de bien faire le point avec ça et de s'autoriser à ça. Parce que c'est là-dedans qu'on est le meilleur. Et une fois qu'on sait quelle est notre zone d'excellence, c'est surtout ne pas se forcer à essayer d'être quelqu'un d'autre qu'on est. Parce que sinon, ça ne sonne pas juste. Moi, j'ai l'occasion de coacher des ingénieurs qui sont plutôt des construire, explorer, qui sont des gens qui aiment maîtriser, trouver des solutions, etc. N'en faites pas des rois de l'écoute et de l'empathie, c'est pas leur truc. Et donc, ce qui compte, c'est qu'ils soient excellents là et qu'ils expliquent aux autres comment ils fonctionnent en disant, nous, on est orienté résultat, on est orienté compréhension. Et vous avez d'autres leaders qui vont plus être sensible au relationnel, à la qualité de l'esprit d'équipe, etc. C'est d'être là excellent et de s'entourer des gens qui sont complémentaires à nous. En fait, c'est bien de s'entourer de gens qui pensent d'une autre manière et plutôt que de vouloir les faire changer et de les amener à être comme nous, c'est de voir comment ensemble on est effectivement plus fort. De nouveau, cette idée qu'ensemble, on va plus loin, hein, c'est bien ça. Ouais. Quand on parle des qualités, je crois aussi que ce qui est intéressant, c'est que je vais partager un tableau pour illustrer ça, c'est que le manager garde une vision globale du fonctionnement de son entreprise, de son projet, de chacun de ses collaborateurs. Tu as fait tout à l'heure allusion à l'ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle « Je suis un flexiterrestre ». En fait, ce livre raconte 20 ans d'expérience en coaching et j'en ai fait un tableau récapitulatif où je crois que le manager, il doit de façon continue avoir le nez sur ce tableau de bord, de dire qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui inspire moi, qu'est-ce qui inspire mes collaborateurs, qu'est-ce qui est inspirant dans la conjoncture en termes de besoins, de valeurs et de moteurs. Et quand on sait les valeurs, les moteurs et les besoins qui m'inspirent et qui inspirent mes collaborateurs, alors on sait quelles attitudes adopter pour trouver des réponses à ces besoins, ces valeurs et ces moteurs. Et c'est là qu'on va avoir le plus facile de gérer les émotions. Et que tout ça, on va pouvoir le faire en fonction de ce que j'ai appelé les paysages mentaux, c'est-à-dire nos croyances, nos jugements sur notre histoire à structurer. Quand un collaborateur vous dit « j'y arriverai pas », ça ne sert pas à grand-chose de dire si tu y arriveras, c'est de lui dire pourquoi est-ce que tu penses ça, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les attitudes que tu as vécues qui t'amènent à penser ça, et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que tu adhères au projet. Et le projet, c'est fixer des objectifs, ce vers quoi j'ai envie d'aller, des objectifs mesurables, qui sont précis, de définir des missions, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que moi je vais mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, moi le manager, mais de qui je vais m'entourer aussi. Et ça, ça se passe dans un cadre, ce sont les règles du jeu de l'entreprise, et la vision, c'est l'entreprise dont on rêve. Et c'est un résumé assez simple de ce qu'on appelle une forme d'alignement, c'est qu'aligner son entreprise, ça fonctionnera à partir du moment où chacun est le plus aligné possible. Alors, ça ne veut pas dire non plus
qu'on peut rêver à des entreprises où c'est vacances tous les jours, parce qu'on sait qu'il y a des contraintes, on sait qu'il y a des exigences, on sait que le marché évolue. Mais quand on parvient à être dans cette vision globale d'un projet, alors on parvient souvent à des résultats qui sont étonnants. Et moi, j'en parle avec énormément d'enthousiasme, parce que ça m'est souvent arrivé de rencontrer des entreprises où, ma foi, voilà, c'était pas très gai, il y avait des burn-out, il y avait des bagarres, il y avait des rumeurs, là, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, quand on permet à chacun, à partir d'un travail managérial et de leadership, de se réaligner et de se réassocier au projet, il arrive qu'on perde quelques personnes en cours de route, des personnes qui ne sont plus à leur place, des personnes pour qui il est temps d'aller voir ailleurs, mais on va regrouper les équipes et redynamiser les énergies. Super, très clair. Merci. Autre question, si un dirigeant, un manager n'avait la possibilité que de faire une seule action durant sa journée, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Moi, je dirais, écoutez, Goethe disait l'écoute est un art, et puis la nature nous a dotés de deux oreilles et d'une seule bouche, ce qui veut peut-être dire qu'on ferait mieux d'écouter deux fois plus qu'on parle. C'est écouter pour voir les solutions que m'amènent mes collaborateurs. Et c'est s'écouter soi aussi. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quand je suis en coaching avec des entrepreneurs, souvent je leur dis comment vous sentez les choses, si vous vous écoutez, que vous dit votre intuition. Bien sûr, il y a la contrainte de la finance et de la banque, il y a les contraintes de faisabilité, il y a les contraintes du marché, mais comment sentez-vous les choses? Comment est-ce que vous sentez les choses? Comment vos collaborateurs sentent les choses? Et j'aime bien dire que dans des entreprises, parfois, on est surpris que la solution à un problème qu'on croyait insurmontable vient d'un collaborateur qui vient d'arriver dans la boîte et que justement, comme il a un regard nouveau, c'est lui qui va apporter une solution qui va clarifier toute une série de choses. Donc oui, incontestablement l'écoute. L'écoute, super. Il y a une question sur laquelle j'ai envie de conclure ici avec toi, ça répond peut-être à une question de Cindy tout à l'heure sur les guerres de pouvoir. Oui. Je pense que le pouvoir est quelque chose qu'on ne peut pas éluder dans les entreprises et certainement quand on a des responsabilités. Et donc la question, ce serait quel rapport est-ce que le manager coach entretient avec le pouvoir? Tu le disais tout à l'heure, et je pense que c'est ça qui clarifie les choses. Le pouvoir, on dit parfois les gens ont besoin de pouvoir. On n'a pas besoin de pouvoir. Le pouvoir, ça répond à un besoin que j'ai. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi répond le pouvoir chez moi. Si le pouvoir chez moi répond à des besoins de reconnaissance, d'estime de soi, de confiance en soi, c'est bien, c'est important, et le pouvoir peut amener des personnes à être dans des formes de reconnaissance sociale, etc. Mais pas seulement. Le pouvoir, ça peut répondre aussi aux besoins de contribuer, d'investir, d'évoluer, de grandir et de faire grandir. Et donc, moi, j'aime bien de dire qu'il y a une grande différence entre du pouvoir pour et du pouvoir sur. Le pouvoir sur, c'est quand je mets en place une forme d'autorité et ça va jamais très bien marcher parce que ça va susciter des frustrations, etc. Le pouvoir pour, c'est quand je veux construire quelque chose avec les gens. Très bien, merci beaucoup. On arrive tout doucement au terme de notre conférence, mais je voudrais quand même te demander de peut-être dire quelques mots sur comment aller plus loin pour ceux qui nous ont écoutés et qui se disent bah, c'est super intéressant. Là, on a brossé en 1 heure, 1 heure quart dans les très grandes lignes ce que nous faisons au quotidien dans les entreprises, mais pour ceux qui voudraient aller un pas plus loin, qu'est-ce que tu proposes? Bon, alors, les questions qui sont en train d'arriver, qui se succèdent, on ne saura pas y répondre parce que ce n'est pas dans le cadre de notre timing de ce soir. En même temps, elles ont tout leur intérêt et ça prouve peut-être cette nécessité d'aller plus loin. Alors, avec ce qu'on a présenté ce soir, effectivement, c'est possible d'aller plus loin, c'est possible d'approfondir et c'est possible d'en faire des compétences. Et c'est la raison pour laquelle, dans la foulée d'une expérience que j'avais déjà eue avec la chambre patronale de la construction, où on avait fait un travail de ce type, j'ai rencontré Yannick Noiret et la chambre de commerce, qui, comme chacun le sait, est la référence en matière de formation en province du Luxembourg. Et nous allons proposer à partir d'octobre une formation en 10 modules qui va s'appeler devenir manager de rêve,
Alors, j'ai bien conscience que dans les gens qui nous écoutent, certains nous ont peut-être cru rêveurs ou parfois un peu théoriciens. Et puis, ben, je souhaite évidemment qu'il y ait quelques mots qui vous aient parlé, que vous ressortiez de cette conférence avec déjà l'une ou l'autre idée à mettre en place. Mais c'est possible d'aller plus loin et effectivement d'intégrer ces techniques comme étant des compétences au quotidien. On a donc fait un cycle de formation. Il y aura 10 modules, un par mois à partir du mois d'octobre. Et on a voulu que cette formation soit un moment agréable, raison pour laquelle on va innover en matière d'horaire. Elle commencera à 16h jusqu'à 21h, cette formation. Ça veut dire que vous pourrez faire votre journée de travail et puis venir passer 5 heures agréables avec un groupe où on souhaite mettre en place une chouette ambiance. Ce sera être sérieux sans se prendre au sérieux et apprendre des choses en s'amusant. Et on va revisiter tous les sujets qu'on a vus ce soir et d'autres. Nous aurions pu être avec une cinquième intervenante ce soir qui s'appelle Antonella Luparello et qui, elle, aborde plus la question du commercial et de la relation client. Et Yannick et la Chambre de commerce se sont montrés très, très réceptifs à cette idée de cycle. Et si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez déjà les avoir et vous inscrire sur le site de la Chambre de commerce, ccilb.be.